N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi près de ce mercredi, c'est avec le grand citoyen d'État Tchakala Aliro, le patron du journal Courrier de la République, Kenaï Soufou, le patron du journal L'Escade, Thierry Fanokwe, le patron du site Gapola Ponnet et Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express. Et avec eux que nous reviendrons sur certains grands sujets de l'actualité. C'est vrai qu'on accordera une place de choix à la politique togolaise avec l'organisation des prochaines locales. La C14 n'exclut pas une participation, conditionne le tout par les réformes politiques. On reviendra sur le sujet. Puis la question de développement et les conditions de vie des populations nous intéresseront. Donc, une étude de la Banque mondiale montre la précarité dans laquelle vivent les Togolais depuis des années. Seuls 8,4% des Togolais qui sont adultes épargnent pour leurs vieux jours, des chiffres qui font peur depuis ce matin. En tout cas, 45% des Togolais épargnent à partir de leurs revenus. Nous lancerons le débat clairement sur l'inclusion financière. Bienvenue. Retour en studio avec les confrères. Bonjour, cher grand citoyen de Tchakala Aliro. Bonjour, grand citoyen de Saint-Eric. Bonjour à mes jeunes frères Issifou et Thierry. Et bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Kenanou Issifou. Merci d'être là. Merci. Bonjour Saint-Eric Gator. Bonjour grand frère aîné. Il aime bien revendiquer. Il aime bien revendiquer le droit d'aînesse. On le lui accorde à Liru Tchakala et bonjour donc au confrère Thierry Fanokwe et bonjour à toutes et tous ceux qui nous écoutent. Parfait, très bien. On donnera la parole, comme on le fait d'habitude, aux auditeurs tout à l'heure et ils se prononceront sur les sujets que nous débattrons aussi en studio. Bonjour Thierry. Bonjour Eric et bonjour aux aînés qui sont autour de la table et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent ce matin. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Isidore un autre aîné. Ah oui. Oui, bien sûr. Oui, l'aîné, mais quand la tête se porte bien, le genou saurait porter le chapeau. Donc, parce que le doyen Izzy n'est pas là, donc j'assume l'intérêt. C'est très bien. Et je voudrais justement que nous parlions de l'inclusion financière. Il y a la Banque mondiale qui a rendu publique une étude. Et cette étude, quand on la parcourt à peu près par le prisme de notre confrère Liberté ce matin, on peut se dire qu'il y a une situation un petit peu grave. C'est vrai que les données qui sont publiées ont été recueillies en 2017, il y a à peine 2 ans, mais cette étude de la Banque mondiale révèle que plus de la moitié des personnes adultes au Togo vivent sans réserver donc des ressources pour le lendemain. Ils sont seulement 45,2% des Togolais à épargner à partir de leurs revenus. Et dans la même mesure, il est difficile pour les Togolais, écrit notre confrère en âge de travail, d'épargner pour les vieux jours. Alors, quand un rapport de la Banque mondiale révèle qu'il est compliqué pour des Togolais d'épargner pour leurs vieux jours, ça voudra dire que la situation elle est grave. Oui, elle est bien plus grave d'ailleurs que ce rapport que vous êtes en train de lire, parce que le rapport prend des indicateurs, on va dire de manière, disons, estimative, et donc dans la réalité, s'il faut aller voir un peu dans la popote de chaque Togolais ce qui se passe, les réalités, enfin, les données sont tout autres. Mais cela révèle quand même une situation de précarité généralisée qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, depuis 1994, disons, on était sorti de la crise de 99, les Togolais vivotent et vivent le jour. Et ça, en réalité, on n'a pas vu venir, puisque le Togolais, c'est quelqu'un qui se dit le demain sera meilleur. Oui.
voyez, ils l'ont dit. Il fera toujours beau demain. Mais bien sûr. Donc on vit le jour le jour. Voilà, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un robinet quelque part, on ouvre un peu les vannes, ça sort un peu, et puis après on referme. C'est cette situation que vous voyez où c'est une véritable dent, c'est une situation en dents de scie que vous vivez. Parfois cela remonte, vous vous dites, bon ok voilà, je décolle, la situation s'améliore, mais à un moment donné, on retombe à chaque fois. Et donc depuis 1994 jusqu'au jour, et on est passé par beaucoup de choses, puisque à un moment donné, il y a eu des situations où le Togo, disons les dirigeants togolais, ont fait un effort pour pouvoir arriver à un moment donné à se dire, en contractant des prêts peut-être et en finançant certains projets, on peut sortir les Togolais de la pauvreté, mais c'est sans compter avec la mauvaise gouvernance et puis la corruption donc qui gangrène un peu, disons, la gestion de la chose publique. Ce qui fait que ce que je vais toucher du doigt comme autre aspect, c'est que, vous l'avez dit, le rapport dit les Togolais, ils sont 42% seulement épargnés pour le vieux jour, et allez savoir qui de ces Togolais. C'est probablement la plupart de ceux qui travaillent donc dans la fonction publique ou en réalité, on impute directement pour les assurances et pour donc les allocations des frais qui sont comptés. Sinon, en privé, je pense que ce pourcentage ne serait même pas de l'ordre de 2%. Les économistes nous le diront. Je pense que le Togolais moyen aujourd'hui qui a sa propre entreprise, vous irez sur son compte, il n'a même pas, disons, un minimum de 500 000 en réserve, ou c'est un compte bloqué, où il se dit dans 10 ans, il pourra en faire quelque chose. Et ça, c'est une situation très, très, très alarmante et que les gens ne voient pas. Donc, au quotidien, on vient, on se dit demain sera meilleur, et donc on ne fait pas attention. Alors, cette étude de la Banque mondiale sur l'inclusion financière ne révèle-t-elle pas en réalité que les projets qui sont concoctés finalement n'ont pas d'incidence réelle sur les populations quand les Togolais sont obligés, en tout cas, d'épargner un peu plus de 45% d'épargner sur leurs revenus, et là, c'est faible ce taux. Chakala Alero. Oui, c'est très très faible, et puis c'est bien révélateur de la précarité dans laquelle les Togolais se trouvent depuis quelque temps. Ça ne doit pas porter le sourire, et puis tenez-vous bien, il faut manger, et c'est les réserves souvent qu'on met en épargne. Mais combien de Togolais arrivent à gérer comme il se doit leur salaire? Déjà, il y a un élément fondamental qui va peut-être montrer, ou bien qui va appuyer l'étude faite par la Banque mondiale. Oui. Mais il faut seulement aller au niveau de certaines principales banques de la place à chaque fin de mois. Mais les gens se bousculent là-bas. Ça veut dire que déjà, quand le mois porte 2 chiffres, les gens n'en peuvent plus. Les fonctionnaires n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est le 13. C'est le 13. Mais il n'y a plus rien presque dans les cartes. Il n'y a plus rien dans la chose. Et les gens sont en train de scruter au niveau des banques. Est-ce que les virements ont été faits? Est-ce que ça n'a pas été fait? C'est comme ça. Et puis vous les voyez. Quand on apprend, quand le fonctionnaire togolais apprend que le virement a été fait, je mets au défi qui me dira que non. Certains arrivent à résister, à laisser aux frais leur salaire pendant 24 heures. Oui. Personne ne le ferait. Donc, demander à ces gens-là d'aller épargner sur ce qui ne leur suffit même pas, là, c'est trop posé. Donc, je dis que tant que les salaires ne seront pas conséquents, tant que on ne reverrait pas certains paramètres pour donner un bon pouvoir d'achat aux Togolais, et ça serait, ces études-là diront toujours la même chose. On peut aller en 2030 ou en 2040, ça serait les mêmes indicateurs. Oui, mais comment est-ce qu'il faut finalement faire pour qu'on s'en sorte? Parce que c'est justement pour ces raisons, ces indicateurs que la Banque mondiale publie chaque année ont montré à suffisance que nous avons des problèmes réels dans nos pays. Et sur cette base, le gouvernement togolais a multiplié les projets. Je prends juste le projet sur l'inclusion financière pour quand même permettre aux populations de se relever un petit peu. Non. Mais là, visiblement, on voit que ça, de la peine, a vraiment touché les couches. Non, mais l'inclusion financière, ça vise à quoi? À donner le strict minimum à certaines couches pour se lancer. Mais quelqu'un à qui on donne 30 000 pour se lancer, la personne peut lancer quoi et au bout du compte épargner, ne serait-ce que quelque chose, quelque part pour ses vieux jours. Ça n'existe pas. Ça, c'est pour les aider à joindre les deux bouts. Des gens qui croulent sous le poids des dettes.
Mais certaines fois, ces problèmes, ces prêts-là qu'on leur octroie, les 30 000, ça permet de solder certaines dettes que ces gens-là ont. Donc, ça serait prétentieux de dire qu'avec le peu que ces gens-là arrivent à prendre au niveau de certaines structures financières, on peut lancer son petit commerce et épargner quelque chose. Et il y a aussi un indicateur. Le Togo, ou bien même en Afrique, c'est rare de voir un fonctionnaire prendre un congé et dire que mais je m'en vais me reposer quelque part. Ah oui. Non, c'est un luxe. Ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Alors que vous voyez, en Europe, le congé, mais on doit le passer ailleurs que dans le cadre habituel, dans lequel l'on vit. Il faut sortir les choses, changer les idées, toucher d'autres réalités. Mais ici, vous pensez qu'un fonctionnaire togolais, avec peut-être 100 ou 150 000 peut se permettre ce luxe-là, peut-être de s'acheter un billet d'avion, de prendre sa femme et peut-être deux de ses enfants, aller dire que je m'offre des vacances. Ça n'existe pas. Il y a combien de Togolais qui font des bilans de santé? Des fonctionnaires même, hein, bien qu'il y ait INAM, personne ne le fait. Il faut attendre qu'on ait un bobo avant, mais qu'on ne se précipite. Donc, vous voyez, c'est la précarité. Nous sommes dedans et ça ne me surprend pas, cette étude faite par la Banque mondiale. Merci beaucoup, Chakala Aliro. Bonjour, Isidore Akolor. Bonjour à toi et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Thierry, quel commentaire vous faites finalement à travers cette étude de la Banque mondiale? Oui, cette étude de la Banque mondiale, je crois que caricature bien nos réalités. Les deux confrères l'ont si bien dit, et cela relance le débat de la redistribution de nos ressources, de nos richesses. Je crois que le chef de l'État est revenu sur la question quand il lançait encore le PND il y a quelques jours. Il en a encore parlé. Il faudrait qu'on puisse l'encourager pour qu'on puisse aller vers cette redistribution-là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec les maigres salaires que nos fonctionnaires ont, ça ne les suffit même pas pour qu'on puisse parler d'épargne. Vous rendez compte que le fonctionnaire togolais ne peut pas se réaliser s'il ne contracte pas des prêts. Alors que sous d'autres cieux, si le salaire est conséquent, on peut épargner soi-même et sur la base de ça, on peut s'acheter un pain, construire là-dessus une voiture et tout. C'est un vrai Togolais qui parle, ça. Au Togo, quand on a de l'argent, c'est acheter des terrains, construire une maison. Et s'offrir aussi des congés comme le grand frère Chakala le dit tantôt. Vous voyez cette histoire de congés payés et tout. On ne l'a pas chez nous. En tout cas, les entreprises qui sont encore censées octroyer ces avantages-là aux travailleurs ne le font pas, si ce n'est pour les expatriés qui ont tout. Avec des salaires mirobolants, mais par contre les nationaux sont au plus bas de l'échelle. Donc cela repose un sérieux problème dans notre pays. Je crois que les fonctionnaires doivent se lever, ils l'ont fait de par le passé, ils doivent continuer la lutte pour que leurs conditions de vie et de travail soient davantage améliorées. On est en train de voir la CZ qui est en train encore de sonner la porte. Parce que si on ne revoit pas leur situation, ils vont se déverser. Plutôt, ils iront encore en grève. Donc, tout cela, c'est pour permettre aux travailleurs, aux fonctionnaires togolais de vivre comme cela se devrait. Et puis, il y a un autre volet de la chose, c'est que dans certains secteurs, il y a des travailleurs qui cotisent, mais quand ils sont en retraite, ne bénéficient pas de ces cotisations. Il y a de l'arnaque qui est organisée autour de la caisse, de la caisse et autres mécanismes mis en place pour les vieux beaux jours des travailleurs. Voilà. Et puis, concernant les assurances aussi, avant de parler des inconvénients de l'assurance, c'est que dans notre pays aussi, il n'y a pas de culture d'assurance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sensibilisés pour comprendre le bien fondé des assurances, ce qui fait que de ce côté aussi, il y a de l'arnaque autour de la chose. Très bien. Il y a des chiffres dans ce rapport-là, il y a beaucoup de chiffres qui sont communiqués. Ils sont seulement 11,8% à épargner auprès d'institutions financières. Ça veut dire que
le taux de bancarisation est assez faible au Togo. Une bonne partie de ces 11%, soit 23,1%, à faire confiance aux proches plutôt qu'aux banques. 10% des comptes en banque n'ont pas connu de mouvement, tant pour les dépôts que les retraits. Alors, quand on voit ces chiffres de la Banque mondiale, on se dit, mais il se passe quoi là? Non, c'est la précarité. On l'a déjà dit, beaucoup de gens l'ont déjà dit. Mais moi, le titre me crée un petit problème. On n'épargne pas pour ces vieux jours. On épargne pour faire face à des besoins ou à faire des investissements. Si tant est que nos caisses de sécurité ou nos caisses de retraite fonctionnent bien, mais personne n'épargne pour ces vieux jours. On épargne pour faire des réalisations. Parce que l'épargne, c'est après avoir honoré ses besoins primaires, se nourrir, se lotir, se vêtir, se soigner, et c'est le reste qu'on met pour entreprendre quelque chose. C'est ça. Oui, on peut estimer qu'on est actif aujourd'hui, on épargne. Demain, quand on est plus actif, on peut rouler là-dessus. Oui, c'est parce que les caisses de retraite ne fonctionnent pas bien. C'est pourquoi les gens mettent de l'argent de côté pour leurs vieux jours. D'accord. Ce n'est pas ça. En économie, ce n'est pas ça. On épargne pour peut-être participer à des actions et avoir des bénéfices. Bon, malheureusement, acheter des actions dans des sociétés, avoir des parts, et comme ça vous avez un dividende, par mois qui tombe sur votre compte. Oui, malheureusement, on n'a pas cette culture. Non, on a un problème. Pourquoi est-ce que... Je voulais que Isidore termine. Oui, c'est en cela que le Togolais est obligé d'avoir peut-être faire des thésaurisations, parce que les gens n'ont plus confiance même en ces institutions bancaires. Tu y vas, parfois dire que la connexion est médiocre, et alors que ton enfant est malade, il te faut ne serait-ce que 10 000 francs pour aller acheter les produits pharmaceutiques. Tu n'en trouves pas. Les gens préfèrent garder l'argent chez eux. Et l'incendie du grand marché nous l'a beaucoup démontré. Les bonnes femmes aujourd'hui du marché préfèrent garder l'argent au niveau de leur commerce. À la maison, parce que il y a ces enfants qui arrivent à subtiliser l'argent. Donc, toutes les bonnes femmes gardaient l'argent, ont leur confort au grand marché, parce que s'il y a un business, elles peuvent prendre rapidement l'argent et investir. C'est ça le problème. Donc, si nous en sommes réduits à ce niveau de pouvoir épargner pour ces vieux jours, c'est dommage pour le pays. Il y a un auditeur qui nous dit que ce sont nos dirigeants qui ont instauré cette façon de faire, car pour eux, il faut affamer le peuple pour bien les contrôler et les diriger contre leur gré. Les exemples sont là. C'est Dima qui avait dit donc l'auditeur. Oui, Kenan Sifo. Non, tout à fait, parce qu'en réalité, toutes ces institutions auprès desquelles l'on va déposer son argent, c'est en réalité pour en bénéficier un jour. Comme il le dit, faire des investissements. C'est que quand vous déposez de l'argent, vous revenez, il faut quand même que quelque chose puisse, c'est-à-dire que des intérêts puissent être déposés dessus. Parce que votre argent, quand vous le déposez dans une institution financière, il est utilisé, bien sûr. Il est investi, ça tourne. C'est ça l'avantage peut-être de déposer l'argent là-bas. Maintenant, le problème, c'est que vous déposez l'argent quand vous voulez faire des prêts, quels sont les taux qu'on vous applique? Il y a ce problème aussi. Il y a ce problème aussi. Il y a un autre problème. Vous allez continuer dans votre développement, mais vous avez de l'argent à la banque, vous y allez pour retirer votre propre argent. L'idole l'a dit, on vous dit qu'il n'y a pas de connexion, alors que bien ce sont des manies pour que vous ne preniez pas l'argent, ou soit on vous fait pour arrêter un jour, 2 jours, 3 jours, pour vous donner 500 000 francs CFA pour votre investissement ailleurs. Peut-être au moment où vous êtes venu, votre argent n'est plus à sa place, puisque je dis tout à l'heure,
que ça Oui, tourne. on a connu ça à Ecobank. Mais Oui, voilà, bien sûr. vous voyez, ça tourne. Et donc, dans cette façon, d'accord, de faire rouler l'argent, de tourner dessus, il y a pas mal de choses qui se passent. Ceux qui sont dans les banques vous le diront. Et donc, quand vous venez retirer de l'argent, ça fait quand même un trou, puisque vous venez au moment où on s'y attend le moins. C'est un peu ça aussi. C'est peut-être avec les comptes bloqués qu'on peut dire, bon, ben écoutez, on sait que vous arrivez à telle période. Mais l'argent que vous épargnez, qui est au quotidien, auquel vous pouvez avoir accès, il y a toujours cette petite barrière-là qui vous empêche de prendre l'argent. Ce n'est pas dans votre avantage, c'est dans l'avantage de la banque. Et ça, comme Thierry Afranco le disait, il y a cette culture qui n'a pas été inculquée. Tout simplement parce que, je l'ai déjà dit ici, la confiance en nos institutions, nous ne l'avons pas. Parce que nos institutions ne nous encouragent pas en réalité à avoir confiance en elles. Parce que depuis des années, il y a eu une campagne autour de la bancarisation au Togo. On dit le taux de bancarisation est faible. On a démontré par A plus B qu'il doit avoir C à côté pour qu'on puisse aller à la banque pour épargner. Mais bien sûr. Mais personne n'y va. Mais bien sûr. En plus, il y a le problème de pouvoir d'achat. Il y a des chiffres qui vont peut-être être communiqués dans les heures, dans les jours à venir, que chaque jour que Dieu fait, il y a un nombre de nos concitoyens qui résilient leur contrat avec les banques. Mais bien sûr. Tous les jours. Non, mais bien sûr. Allez au niveau des microfinances aujourd'hui pour voir combien sommes-nous à solder en réalité les prêts que nous avons. Parce que le pouvoir d'achat, vous ne l'avez pas. Et puis en plus, les prix des denrées augmentent tous les jours, mais il n'y a pas un mécanisme de régulation pour pouvoir dire non, cette période, ce n'est pas propice. Parce qu'en réalité, quand les prix augmentent sur le marché, il faut quand même relever le pouvoir d'achat des Togolais. La dernière augmentation... Il y a une arnaque qu'il faut relever au niveau de ces microfinances. On vous dit de déposer un montant, on vous donne le triple de votre montant. Oui. Or, alors qu'en réalité... Non, mais on vous calcule le taux sur votre dépôt. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez 50 000 francs. Vous prenez 150 000 francs et l'intérêt compté sur 150 000 francs. Ça, c'est de l'arnaque. Mais allez-y vérifier. Alors, il y a un lecteur qui dit qu'il faut que l'autorité chargée de la lutte contre la corruption penche sur le cas du ministre Consiculture. Vous voyez, ça revient. Cette histoire de l'IDH. Qui garde notre argent de l'IDH, sinon nous allons nous organiser en vue des marches. Pourquoi nous mourrons alors que nous avons des gros sous là-bas? Nous avons des preuves. Il n'a qu'à nous rembourser, dit donc cet auditeur. Oui, Tchakala Léo. Vous savez, le débat refait surface avec le nombre de banques que nous avons sur place. Au même moment, on dit que le taux de bancarisation, les Togolais n'épargnent pas. Au même moment, on voit une floraison de banques financières. Là, mais une banque, ça vit des épargnes, ça vit des placements. Alors, qui place pour que nous voyons des gens se bousculer au portillon de notre pays pour leur implantation? Vous voyez un peu, là, le débat honnête. Maintenant, le Togo est l'un des rares pays qui n'a pas, surtout au niveau des fonctionnaires, qui n'ont pas connu des augmentations significatives depuis que le franc CFA a été dévalué dans les années 93, si je ne m'abuse. Donc le Togo, il n'y a pas eu de mesures efficientes d'accompagnement de cette nouvelle donne qui s'est forgée. Et on n'a pas besoin de sortir de grandes universités pour savoir que quand on augmente le pouvoir d'achat d'une population, c'est toute une spirale avantageuse qu'on y tire. Au 1, vous irez faire vos achats. Et au 2, les impôts aussi vont aussi connaître un renflouement. Donc, on ne perd pas en augmentant. Souvent, on dit que non, il y a eu augmentation de 1,3%. Non, c'est un peu injurieux. Il faudrait quand même qu'on voit cet état de fait, qu'on s'appuie sur ces études réalisées par des structures quand même fiables. La Banque mondiale, elle ne l'a pas fait par coup d'humeur, mais pas en s'appuyant sur des données bien précises. Donc, si on peut d'ici l'année prochaine soulager un peu le fonctionnaire togolais, je crois que c'est toute une dynamique que ça enclencherait et que le pays ne serait pas considéré comme le dernier de la classe. Alors c'est vrai, les auditeurs peuvent également participer au débat, nous envoyant un SMS sur notre numéro WhatsApp, c'est le 90 71 49 62. Et il y a ce auditeur qui nous dit: je suis enseignant dans une école de la place et j'ai 35 000 francs à la fin du mois, et c'est dans ça qu'il faut payer le loyer, gérer la famille et tout le reste que je ne donne pas.
comment épargner dans cette situation? Non, on voit que pas c'est épargner. compliqué, ça va être très compliqué. Thierry, Il ne vit pas encore. Non, non, il il vivote. pas encore. Il vivote. Oh, vivoter même, C'est difficile. Je crois que il a. Il y a un autre auditeur qui nous donne 2 témoignages. Hein. Il dit 2 témoignages que j'ai vécu qui révèlent la précarité au Togo et combien le pouvoir d'achat de nos concitoyens est très faible. 1. J'ai remis un billet de 5 000 francs à un parent au village. Il refuse sous prétexte que c'est trop et que cela fait plusieurs mois qu'il n'en a plus touché. 2e cas. Nous avons été aux funérailles à pas loin de Lomé et j'ai appris que de la façon dont les gens se bousculaient pour les canettes. Ah oui. Alors, vous comprenez à peu près. Non, je voulais. Thierry d'abord. Oui, vous savez, nous vivons de moments difficiles et les autorités doivent corriger le tir, travailler là-dessus pour que les Togolais puissent vivre comme cela se devrait. Parce que Tchakala l'a dit tantôt, dans la sous-région, nous sommes pratiquement le seul pays où la situation salariale est très comment voilà, très faible et tout cela fait que on ne rêve pas. Et quand vous allez au Bénin à côté, les Béninois, quand ils veulent parler d'argent, ils parlent en termes de millions et de milliards. Mais chez nous ici, c'est des centaines de mille. Quand vous avez 100 000 en poche, vous êtes tout heureux. Alors qu'au Bénin, c'est à partir des millions. Vous prenez la route de Palimé, n'est-ce pas? Vous voyez un peu. Donc, cela montre qu'il y a un sérieux problème. Et comme je l'ai dit, il faudrait qu'il puisse avoir plus de culture, hein, de placement dans notre pays pour que les gens qui font... C'est parce qu'il y a aussi un tour qui entoure, un flot qui entoure tout ce mécanisme-là. Ça fait que les gens n'ont plus confiance en ces différentes structures là. Par exemple, Isidore parlait des microfinances. Quand vous déposez de l'argent là-bas, en principe, une année après, il doit avoir des incidences. Oui, mais si vous n'êtes pas vigilant, on ne vous calcule pas ça. Et ça continue. Parce qu'ils jouent beaucoup plus sur la naïveté de beaucoup d'épargnants. Des clients. Ouais. La plupart des clients pour les microfinances, ce sont des femmes du marché. Donc, habituellement, je ne maîtrise pas le contour. Si moi je sais que si je dépose 100 000 peut-être dans une microfinance et une année après, je vais gagner 10 000 ou 20 000 là-dessus, si j'ai un 100 000 égaré quelque part, au lieu de garder ça chez moi à la maison, je préfère faire le placement au niveau de cette institution de microfinance là parce que à la fin de l'année, je vais constater que mes 100 000 vont devenir 120 000. Donc, il y a un flou. Tout cela mérite une sensibilisation parce que quelque part aussi, ces microfinances et ces banques-là ne nous aident pas, plutôt ils nous volent. Il y a un auteur qui dit que le contraste ici, c'est qu'à chaque fois que les diplomates de ces grandes institutions financières arrivent au Togo et après qu'ils sortent de la présidence ou de la primature, on nous vante des choses comme quoi le Togo a fait des progrès qualitatifs et qu'ils sont satisfaits. Mais après tout, ce sont les résultats. On nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit que le Togolais ne vit pas, mais survit. Disons plutôt que le Togolais fait des miracles. Et ça, c'est une vérité aujourd'hui. Mais c'est trivial, c'est trivial. Moi, je voulais encore revenir sur ce que Thierry disait tantôt par rapport à ces institutions de microfinance. Je n'ai rien contre eux, mais la pratique est telle que elles abusent de nos mamans. Pourquoi? Parce qu'elles jouent sur la psychologie. Avant, nos mamans allaient chez les usuriers. Oui, bien sûr. Et quand on dit que bon, quand tu prends 100 000 francs, chaque fin du mois, il faut 10 000. Dans un an, ça fait 120 000 plus le prêt, ça fait 220 000. Donc, ils ont calculé psychologiquement sur les choses là. Et ils font un taux usurier 14% en 6 mois. Mais allez-y voir, c'est pas normal. Vous avez des difficultés même pour rembourser. Non, mais les femmes y accourent
Parce que c'est que elle n'a pas le choix, parce que c'est mieux. Parce qu'il y a plus d'accessibilité, on D'accessibilité. va dire. Et donc, Au c'est niveau un des peu ça. microfinances. Voilà, Oui, on joue sur cette accessibilité parce qu'à la banque, on va vous demander un certain nombre d'engagements, de garanties. Alors qu'ici, il y a certaines microfinances en réalité. Et c'est ça la part. Parce que c'est ouvert. Donc, vous amenez votre tête et puis, on vous coiffe correctement comme Éric Gâteau le dit si bien. Mais le vrai problème, c'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que depuis 1993, et donc on a connu une situation en réalité qui faisait que vous dépensiez 2 fois plus que ce que vous dépensiez pour avoir peut-être un objet de valeur modique, ça voudrait dire qu'en ce moment, si vous gagnez 60 000 francs, vous devriez normalement passer à 120 000 francs. Même si ce n'est pas automatique, on aurait pu porter le salaire des gens à 80 000 francs, à 90 000 francs, ça aurait pu s'aider. Mais progressivement, peut-être pas de façon, on va dire, brute. Mais à l'époque, on a encouragé les Togolais, d'accord, à tenir, parce qu'on avait promis qu'on baisserait les prix donc des denrées. C'était les mesures d'accompagnement dont parlait Alirou Tchakala tout à l'heure, qui n'ont pas été malheureusement à la hauteur des attentes des Togolais. Ça n'a pas été même ça n'a pas été effectivement appliqué. Pendant longtemps, on s'est dit, écoutez, ça va aller. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Togolais, comme c'est grand, c'est un grand adepte de l'espérance. Il s'est dit, écoutez, les lendemains seront meilleurs. Et 93, 2009, ça fait combien d'années 26 ans, 36 ans, je ne sais plus. J'ai des problèmes avec les chiffres. Oui, 36. 36 Bon, voilà. Vous voyez, 36 ans après, il faut voir la différence des salaires à l'époque et aujourd'hui. L'évolution, elle est quasi, disons, c'est trop infinitésimal pour dire qu'il y a eu le relèvement du pouvoir d'achat des Togolais. Mais malheureusement, c'est que nous-mêmes, on n'y a pas travaillé non plus, parce que les syndicats qui ont vécu à un moment donné... Est-ce que tout ne part pas aussi du SMIC, comme nous dit cet auditeur? Regardez le SMIC togolais à 35 000 francs CFA. Et si quelqu'un qui a ses sous avec 5 gosses, 5 enfants, c'est par mois. Bon, d'accord, très bien. Ça aussi, c'est un autre cas. Et c'est là où... Emmanuel Macron avait soulevé entre-temps, on lui a sauté dessus. Les Africains lui ont sauté dessus. Non, en réalité, ce n'est pas le fait de faire beaucoup d'enfants qui pose problème. Non, mais je voulais justement qu'on reste un moment sur le sujet. Oui. On dit, on élabore des plans stratégiques de développement pour aider les communautés à se prendre en charge, pour qu'on n'ait plus à assister à des gens qui survivent. Ouais. On demande aux gens de faire moins d'enfants. Est-ce que ce n'est pas vrai? Parce que faire 5 enfants et dire après que vous n'avez rien, alors qu'avec 5 enfants, vous ne pouvez jamais vous en sortir. Non, mais ça dépend de ça dépend de quel Togolais vous parlez. Non, mais ça dépend de quel Togolais vous parlez et ça dépend en réalité de quelle catégorie, disons, sociaux, on va dire, professionnels on est. Vous avez un paysan qui a un champ, qui l'entretient. C'est ce que Isidore Akolor est en train d'énoncer. Il n'a pas de problème à nourrir sa famille. Même quand on dit qu'ils n'arrivent pas à mettre leurs enfants à l'école, non, ce n'est pas l'argent qui a manqué et que la plupart de ceux qui ont réussi aujourd'hui sont des fils de paysans. Je suis désolé, parce qu'ils ont appris à travailler. En réalité, c'est d'inciter les gens à travailler et à savoir vivre, c'est-à-dire que selon leurs moyens. Parce que n'oubliez pas, qui travaille, la main-d'œuvre vient d'où? Mais c'est quand on a une population. Mais dans le même temps, on vous parle du dividende démographique. Si les gens n'ont pas fait d'enfants, est-ce qu'aujourd'hui, le dividende démographique serait vanté comme, disons, un atout pour le développement? Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, en Afrique aujourd'hui? Ça, c'est aussi l'autre débat. Non, mais le fossé qui est créé entre les institutions et les dirigeants et les populations ne permettent pas aux gens, en réalité, d'avoir un niveau de vie acceptable. Merci beaucoup, oui, Tchakala Alirou. Oui, je vais un peu contredire un peu les propos de mon frère Kenan Sifou. Aujourd'hui, un enfant, ça coûte cher. Quand il disait qu'à l'époque de nos parents, il fallait faire les enfants de paysans qui ont réussi, c'est toute une autre réalité, c'est une autre époque. Pendant ce temps, quand vous allez au CHU, vous payez le bon de consultation à combien? Peut-être à 100 francs ou peut-être même à 5 francs. On a pris le taxi. Il y avait des bons indigents. Oui, on a pris le taxi à Lomé à 50 francs.
pour allier peut-être Kégué au grand marché. Maintenant, ça est à combien? Les inscriptions, les collages, moi, quand dans les années 78, quand on était encore au cours primaire, peut-être c'est à 500 francs, peut-être à moins que ça. Mais il fallait voir, il fallait souffrir le sang avant de régler ça. Et aujourd'hui, les collages, dans certaines écoles primaires de la place, dans certaines écoles privées, il faut aller à 100 voire 200 000 francs. Et vous voulez qu'on fasse des enfants? L'enfant coûte cher aujourd'hui. Oui, peu importe ce que cela peut engendrer, que non, l'enfant, mais ça, ils vont travailler, ils vont produire la richesse, mais c'est faux. Il faut en faire peu. Et là, ben, quand le besoin se fait sentir, on peut accompagner ces enfants en tenant compte de... Quand on n'a pas les moyens, c'est pas la peine de faire beaucoup d'enfants. De faire beaucoup d'enfants. Je ne suis pas d'accord, parce que Alfred Sauvy avait démenti le démographe. Il avait démenti. C'est les Blancs qui nous ont inculqué ça. Moi, mon papa n'était pas un haut cadre, mais il avait une famille plurielle. Nous sommes 13 dans la famille. À l'époque, il payait les collages à combien? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que ici vous disait. Bon, aujourd'hui, si on avait donné les moyens aux gens de pouvoir produire et subvenir à leurs besoins, ce problème n'allait pas se poser. Ce problème n'allait pas se poser. Aujourd'hui, si vous prenez la Chine, mais ils ne sont plus à cette politique d'un enfant. Non. Parce qu'ils ont constaté. Oui, ils ont évolué. Il ne faut pas que les gens les Blancs nous inculquent. Le Japon l'a fait aujourd'hui, on est obligé d'utiliser des robots pour travailler. Il n'y a que des vieux au Japon. Allez-y, vous suivez les informations. La population japonaise aujourd'hui est tellement vieille. Ce que je voudrais dire, c'est pas pour contredire mon ami. Oui, ce qu'il dit aussi est aussi vrai, mais c'est que l'État n'a pas su donner les moyens à la population de suivre à ses besoins. En même temps, on ne va pas dire à nos concitoyens aujourd'hui que dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, de faire 5 enfants, 6 enfants, 10 enfants. Vous savez, dans 5 000, vous faites... Eric Gatton, il y a des disparités. Vous savez, aujourd'hui, faire des enfants, ça coûte extrêmement cher. Et l'entretenir, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas. Parce que les enfants que nous avons aujourd'hui, c'est des enfants, je ne sais pas comment dire ça, qui sont rêveurs. Et ils copient vite chez leurs camarades. Donc, si le papa de X ou Y lui fait tant à la maison, le mien voudrait que le même traitement. Attention, ça dépend du discours. Ça dépend du discours que vous tenez à votre enfant. Et puis ça, tout cela, c'est aussi l'éducation. Parce qu'ils vont à l'école et ils sont ensemble. Écoutez, moi, je me rappelle, comme on avait cousu, comme mon papa est tailleur, quand il avait cousu mon kaki, et j'étais à l'école. Mais c'est 2 fois seulement. J'ai porté de CP1 jusqu'à... Aujourd'hui, chaque année, pratiquement, on renouvelle les uniformes. Avant, nous, on prenait peut-être 50 francs pour aller à l'école. Mais moi, mes enfants... Tout dépend du discours que vous tenez. Mais c'est ça. Vous savez, il y a un auditeur qui nous dit ceci, que cette étude de la Banque mondiale est bien vérifiée. Moi, je travaille dans une institution financière très reconnue de la place. Quand je vois les virements mensuels de nos membres, ça me fait pleurer. Et une fois le virement fait, tout est raclé sur le compte. Le même jour. À partir du 10 du mois, ces personnes viennent pour demander des avances sur salaire. Avec ça, c'est difficile d'épargner. Nous demandons aux autorités de faire tout pour faire circuler l'argent dans le pays. Que le président Faure Gnassingbé, s'entend, saisisse les minorités qui s'accaparent des biens du pays et le redistribue équitablement à tous. Et le problème serait réglé. C'est ce que pense donc notre ami. Non, en revenant à notre sujet, c'est vrai que c'est un sujet très très vaste, on n'en finirait jamais. Personne ne conseillerait, d'accord, aux gens aujourd'hui, parce que de faire des enfants, compte tenu de la situation qu'on a. Mais en réalité, cela n'est pas assujetti au fait que, parce qu'on n'a pas de moyens, on ne fait pas d'enfants. Et puis, c'est un problème d'éducation, ce que soulignait Thierry Afan que tout à l'heure. C'est un danger de faire croire à son enfant qu'il peut tout avoir parce que l'autre là, les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Et il y a un élément qu'il faut comprendre. Quand tout le monde veut vivre, par exemple, dans la capitale, vous avez un gardien qui est payé à 35 000 francs, qui veut vivre dans la capitale.
Ben, on a besoin d'un gradué dans la capitale. Non, je suis désolé. Et ça aussi, c'est ça. Ce que je voudrais dire, c'est que si on fait une politique de développement en tenant compte des catégories socio-professionnelles et peut-être des milieux dans lesquels certains métiers peuvent porter, aujourd'hui, je ne crois pas que quand on va parler d'agropole, peut-être dans une localité, ceux qui sont aujourd'hui ici et qui ont un travail, quel que soit le niveau dont ils vivent, vont vouloir se migrer vers là. Les premiers peut-être bénéficiaires sont ceux qui sont dans l'agriculture et qui ont déjà, c'est-à-dire qu'un certain nombre de prérequis qui peuvent aller vers là. Donc aujourd'hui, quand je veux vivre comme Thierry Afanoukou parce qu'il est dans une voiture, alors qu'en réalité, je ne sais même pas quel train de vie, quelles sont les ressources dont dispose Thierry Afanoukou, il est clair que si je veux vivre comme lui, je vais avoir des problèmes. Vice versa. Donc il faut que chacun puisse vivre selon ses moyens. Si on apprend à vivre selon ses moyens, je crois que on peut faire le nombre d'enfants qu'on veut, mais ce sera également selon ses moyens et l'environnement familial. Si à 35 ans, nous dit l'auditeur, son message est barré par d'autres, je vais y arriver. Si à 35 ans, un célibataire sans enfant souffre, est-ce la faute à la famille nombreuse dont il sort? Bon, lui, il faut... Non, mais à 35 ans, tu es déjà adulte. mais tu prends tes responsabilités. Un autre auditeur qui me dit, après que la Aplusia aurait interpellé l'un des ministres qui a été éjecté du gouvernement et lui aurait demandé de rembourser une somme de 5 milliards. Vous confirmez, on n'a aucune information là-dessus. Enfin, moi, je n'en ai pas. On en a pas. Un autre auditeur qui nous dit, je vous salue tous sur tous les... Je veux saluer tous les Togolais qui ne vivent pas, mais qui survivent, car le Togolais ne peut pas s'offrir un repas décent par jour. Que Dieu bénisse le Togo, nous dit cet auditeur. Un autre auditeur qui nous dit, la démographie africaine est un problème. La démographie africaine est un problème, et surtout celle du Togo. Mais il faut voir quelqu'un qui a 35 000 francs par mois, il n'a pas de moyen de distraction que le sexe, autre moyen que le sexe. Et la bière. C'est la base du problème. Non, et la bière, le petit verre. Alors, la question de la démographie, messieurs, la question de la démographie dépend essentiellement du niveau et de la nature de votre économie. En ce moment précis où nous n'avons que des systèmes ni éducatifs ni sanitaires, faire beaucoup d'enfants créerait plus de problèmes qu'en résoudre. Nous disons que je veux placer un mot, c'est que nous devrons, je ne sais pas s'il faut le dire de la sorte, s'approprier notre pays. Parce que notre pays a de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a un désengagement ou un désamour des Togolais par rapport à la nation ou à la patrie. Dans notre pays, il y a de la richesse. Parce que si vous observez un tout petit peu, vous vous rendez compte que les étrangers ne font que s'accroître dans notre pays et ils font extrêmement beaucoup d'affaires qui leur créent des richesses, ils font le rapatriement de ces fonds-là. C'est parce que nous avons délaissé pas mal de secteurs. Aujourd'hui, dans notre pays, vous voyez sur une route, il y a pas mal de fast-food qui est détenu par des Libanais, des étrangers. Il y a de ces commerces-là où nous avons... voilà, des choses comme ça. Oui, le spaghetti au Togo, c'est de l'argent dont il faudrait que nous, les Togolais, nous réveillons pour que nous ne laissons pas notre pays aux étrangers. Bien. Parce que ces messieurs sont là, ils font beaucoup d'argent. Est-ce que c'est le Togolais qui décide ou bien c'est l'autorité? Comment l'autorité? Est-ce qu'un Togolais a souhaité travailler dans ce domaine-là et il n'a pas les autorisations? Non, je vais te donner un exemple. 50-50. La date qui avait commencé par là. Aujourd'hui, il y a un Libanais qui lui fait vraiment ombrage. Mais c'est dans le monde des affaires que ça marche comme ça. Mais comment un Libanais peut aller faire frire de quoi appelle-t-on non, pas de pommes de terre, du colico et des ignames. Oui, là c'est grave. Mais allez-y voir. Non, allez-y voir. Les opportunités. Donc, aujourd'hui, on passe à un autre sujet. On a beaucoup évoqué ce sujet-là. Beaucoup, vous avez eu le temps de prendre. Il faut savoir saisir. On va pas utiliser tout le temps pour ça, mais il y a quelques messages que je voudrais lire avant de passer à notre sujet, un sujet politique naturellement. Il y a un auditeur qui nous dit: les enfants sont des richesses en Afrique. Bon. Pour être sérieux,
avec la situation actuelle, il faut limiter les naissances. Il suffit que nous, les fonctionnaires, on soit informés, c'est ce qu'il veut écrire, que le virement est fait tous. Nous sortions le service, nous désertions le service pour aller toucher. Et c'est déplorable, nous dit-il, mais c'est la réalité. La dernière augmentation remonte à 2013. Et cela fait suite au décès de Douti et Anselme, les deux élèves fauchés par balle. Il dit donc l'auditeur. Un autre auditeur, en tout cas, qui est dans le même sens que Thierry tout à l'heure, qui parle de ces Libanais-là, qui ont tout pris. Savez-vous combien coûte une grossesse de 9 mois? Le Togo est un pays constitué de peuples qui ont fui des guerres, raison pour laquelle nous vivons de l'espoir. Ces Libanais sont couverts par les barons, nous dit-il. Les Libanais ne paient pas leurs impôts. Ça, je ne suis pas trop sûr. Peut-être pour quelques... Non, je ne crois pas. Si. Oui, mais allez poser la question à Ingrid. Quand même, hein. Allez poser la question à Ingrid. Oui, on sait qu'à un moment donné, elle a livré... Quand elle était aux... Elle a livré une bataille... D'accord, très bien, messieurs, merci beaucoup. On va passer à notre sujet. Il y a beaucoup de messages, mais on pourra y revenir après. Je voudrais qu'on parle de la politique togolaise avec la coalition des 14 partis, elle qui s'est finalement prononcée sur la crise qui a duré un peu plus de 18 mois. La C14, rappelez-vous, a organisé, certains parlaient de journée de réflexion, d'autres de conclave et tout ça. Et hier, en conférence de presse, Isidore, vous avez lancé le débat. Puisque vous en avez parlé ce matin dans votre journal Actu Express, la C14 aujourd'hui est prête à aller aux élections locales, mais pas dans n'importe quelles conditions. Oui, c'est ce qui ressort des 27 points de leur relevé de conclusion. Et moi, je suis de ceux qui disaient que quels que soient les cas, il faut que l'opposition puisse aller à ces élections locales pour beaucoup de raisons. Quel que soit le cas. Même sans les réformes, vous êtes favorable. Même sans les réformes. Même sans les réformes, parce que aujourd'hui, quand on parle du fichier électoral, à ce que je sache, c'est chaque commune qui a son fichier électoral. Ce ne sera pas calqué sur le fichier électoral d'une quelconque élection présidentielle ou législative. Et on sait comment ça se passe. Ça fait plus de 30 ans. Moi, j'avais vécu cette expérience où il y a des gens qui disaient que chacun n'a qu'à voler de ses propres ailes pour y aller. Mais c'est difficile de tricher dans une élection locale. Parce que tout le monde sait qui est dans la localité, pour qui on a voté. Moi, j'exhorte l'opposition dans sa diversité à participer à ces élections locales. Même sans les réformes. Même sans les réformes. Sauf qu'on puisse vraiment aller à un vrai découpage pour permettre à ces collectivités de vivre. Oui, mais ce découpage dont vous parlez font partie des réformes, Isidore. Oui, évidemment, c'est ça les réformes. Il faut aller aux élections avec les réformes. Non, ce n'est pas pour des partis politiques ou les candidats, pour donner une vie économique à ces communautés. Parce que quand on parle des élections locales, c'est la décentralisation. Et il faut trouver des ressources en interne pour pouvoir faire le développement endogène. Mais si l'entité n'est pas économiquement viable, c'est pourquoi moi je... Il y a des zones où il n'y a presque rien. Il y a presque rien. Et personne ne sait comment vous diriez ça en commune. Comment financer ça? Donc les gens vont attendre leur développement, ils vont attendre que l'ordre vienne d'en haut. Et là, nous allons échouer notre décentralisation, nous serons dans la déconcentration. Et c'est pourquoi je dis que le projet initial du Grand Lomé doit être ressuscité. Et qu'on oublie ces affaires qu'on appelle ton préfecture. Préfecture d'Agoué. Ah d'accord, ouais. Qui sème la zizanie aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Isidore. Tchakala Alero, sur ce sujet, par rapport à la position de la C14 aujourd'hui, c'est vrai qu'elle s'organise visiblement pour la présidentielle de 2020, puisqu'il y a comment on dit, des idées qui font leur chemin par rapport donc à une certaine candidature unique de l'opposition. Mais au niveau des élections locales, la C14 n'est pas aussi opposée à sa participation, mais seulement, comme on le disait,
il faut d'abord les réformes. Mais il y a certains partis politiques de l'opposition, notamment le NET, le PDP, il y a d'autres qui citent aussi l'Union des forces de changement, qui pensent qu'il faut aller à ces élections locales, après on fera les réformes. Quel est votre avis là-dessus? Oui, vous savez, les réformes, je dirais que s'il s'agit d'être intrépide pour qu'elles se mettent en œuvre, je ne vais jamais lier ma langue pour ça. Les réformes, on en a besoin pour l'image de notre pays, Ça, c'est vrai. pour renforcer la gouvernance à la base et au niveau même de toutes les... C'est qu'on n'a pas besoin de ces réformes-là de façon circonstancielle. C'est que rien que pour les élections, non. Pour l'image même de notre pays, on a besoin de ces réformes. Donc il faudrait que nous allions. Moi, je suis un peu excédé que toutes les fois nous tapent, les chancelleries, telle chose, nous disent que mais les réformes, faites-les. Bon, la dernière sortie, c'est l'ambassadeur d'Allemagne qui est encore sorti parler de choses. Ça me fait mal que tout le temps mon pays soit indexé par rapport à ce que nous sommes censés faire sans pression. On n'a pas besoin d'une quelconque pression pour aller à ça. C'est pour la grandeur, c'est pour l'image, c'est pour renforcer les institutions de notre République qu'on a besoin de réformes. Donc on doit aller à ça, on doit les opérer. On doit forcément les faire. Maintenant, à cette allure, est-ce qu'on peut pas, on va pas citer encore à un nouveau boycott? Non, mais il appartient. Nous n'avons pas de leçons à donner à ces grands leaders, qu'ils soient de la C14 ou bien d'autres structures. Ils savent que, mais ils ont en face d'eux un pouvoir qui est prêt à utiliser tout. Mais qui sont-ils tout le temps? Et puis, on dit que 50 ans, ça suffit. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais aussi que plus de 30 ans avec les mêmes opposants, ça suffit aussi. Ça suffit aussi. Ils sont atteints d'usure. Ils n'ont plus les bons réflexes. Qu'ils libèrent le plancher et permettre à d'autres. Au sein de toutes ces formations de l'opposition-là, il y a quand même des jeunes. Mais à aucun moment, vous ne verrez ces jeunes-là émerger. Mais en même temps, on ne le décrète pas. Non, ne le décrète pas, mais il faut ombrage à ces jeunes-là. Mais ils sont comme ces puissants gourous par qui tout doit passer. 50 ans, ça suffit. Oui, plus de 30 ans avec les mêmes opposants pour des résultats qu'on ne verra même pas à un microscope. Là, ça suffit aussi. Donc, on nous a dit qu'on ne prendrait pas part aux dernières législatives. Oui. Mais j'ai lu l'analyse de Dani Aïda qui dit, mais ceux-là qui criaient, on n'a même pas vu un seul caillou lancé en direction d'un chose, on ne le souhaite pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Quand on dit non, on l'assume. Mais quand on dit oui aussi, on a dit, vous voyez, ça commence déjà par faire un peu désordre. Oui, certains disent qu'ils vont aller, d'autres disent qu'ils ne vont pas aller, et à cette allure, vous voyez que vous voulez quoi? Que le boulevard est grandement tracé. Même si aujourd'hui on lance la dynamique des locales, avec la C14 ou sans la C14, le pouvoir va aller. Donc, autant trouver les justes solutions pour résoudre une fois de bon. On ne va pas tout le temps que ça ne se résout pas seulement à la C14. Oui, il y a d'autres aussi. Non, mais le discours, le discours que j'entends aujourd'hui, que je commence à attendre depuis un certain moment, me réjouit énormément. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Dans l'intervention de Alirou Tchakala, il a dit quelque chose d'extrêmement important, que nous perdons de vue souvent. Et je le dis, je vais le répéter encore, que la jeunesse prenne son destin en main. Tous les jeunes aujourd'hui qui savent qu'ils ont une certaine fibre patriotique, tous les jeunes qui savent qu'ils ont du jus dans les manèges et qui peuvent proposer des choses, tous les jeunes qui savent que dans leur communauté, les sages reconnaissent, vous savez, leur maturité, prennent leur destin en main et qu'ils puissent déjà commencer, qu'ils s'engagent en politique et qu'ils aillent au local, qu'ils battent campagne. Ils n'ont pas besoin de grands choses. Oui, mais on peut y aller au local sans être un politique. Mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'exhorte tous les jeunes. Pas besoin d'engagement politique. Non, mais du tout. C'est pour ça que j'exhorte tous les jeunes. Politique, c'est un acte politique. Oui, mais bien sûr. Avant tout, c'est un acte politique. Oui, bien sûr. Et tous ceux qui aiment leur localité, qui aiment ce pays, n'ont qu'à s'engager, aller aux élections et commencer déjà donc à grandir. Parce qu'en réalité, les politiques dans les pays occidentaux, comme on les a connus, sont passés par là. Et quand vous les voyez aujourd'hui, vous savez que c'est des gens qui maîtrisent l'histoire de leur pays, l'histoire de leur communauté, qui connaissent les grands enjeux par rapport à leur histoire personnelle, à l'histoire de leur communauté. Et ça, Eric et Thierry Afanouko le disaient, qu'il faut s'approprier son pays. Ça part de là, justement.
Et donc, les gens n'ont qu'à se former. En ski, vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'aller dans une école. Vous avez Internet aujourd'hui. Au lieu de faire WhatsApp à longueur de journée et d'insulter les gens n'ont qu'à aller sur Internet, se cultiver davantage et servir leur communauté. Donc, en allant au local. Ça permettra effectivement de balayer cette génération qui fait du surplace et qui nous a plongé dans l'immobilisme. Moi, je l'ai toujours dit, que les gens ne s'étonnent pas. Et ça va arriver. Quoi qu'on fasse, la jeunesse finira par prendre son destin en main. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, je le dis, je le répète, hier où nous, on n'a pas le courage d'aller se jeter en mer, hein, aujourd'hui, les gens sont prêts à tout. Et ces gens-là, au lieu peut-être de se livrer à des actes inciviques, ils n'ont qu'à aller servir leur communauté et donc participer au local pour permettre effectivement le dégagement de la classe politique qui aujourd'hui est en train de nous plonger dans l'immobilisme. Je donnerai la parole à Thierry tout à l'heure après la pause publicitaire, mais il y a un auditeur qui nous dit, avec la sortie de la C14 hier et celle de Rick Dupuis ce matin, on peut dire adieu aux réformes car cette prise de position rejoigne celle du NET, de l'UFC et d'autres qui pensent que les locales ne sont pas liées donc aux réformes. C'est ce que nous dit l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit la mauvaise foi de nos dirigeants font que nous souffrons car la majorité pieuse pille et saigne les caisses de l'État en laissant le bas peuple dans une misère ambiante et la jeunesse laissée à l'abattoir des vices sociaux comme l'alcool et le sexe. Commençons quelque part. Et il faut leur barrer la route. Quelque part, justement. Oui. Un autre auditeur qui nous dit si l'opposition dit qu'elle va aller au local, le pouvoir va reporter les élections en attendant de voir. Ça doit marquer une pause puisqu'il est midi sur la radio. Il est 12h, 3 minutes sur radio, Taxi FM Lomé. Merci d'écouter Taxi Presse avec Isidore Akolor, Kenanou Issifou, Thierry Afanoukou et Tchakala Aliro avant de les retrouver pour la suite du débat. Nous avons au téléphone la rédaction de Taxi FM. Bonjour Gilles Gbagba. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. C'est vous qui êtes au programme pour Taxi Midi à 12h45. Quel est le contenu de votre journal, Gilles? Alors, dans cette édition, nous parlerons de la rencontre au gouvernement togolais SR-allemand à Lomé. Les conclusions débouchent sur l'aide de l'Allemagne dans la réussite du PMD. Également, dans notre édition de 12h45, nous parlerons du lancement de la 11e université du notariat togolais. Les différents acteurs se sont prononcés dans Taxi Midi. Et puis, 20e chapitre de la D1, le leader Dito est à l'épreuve de Gomido. Très bien. Merci beaucoup, Gilles, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y a un auditeur qui nous dit, enfin on revient en studio pour le débat, un auditeur qui nous dit en ce qui concerne la C14, elle joue avec ce bas peuple. Quelle élection cette coalition veut aller sans les réformes? Normalement, on ne boycotte jamais une élection législative, mais dans ce cas, elles sont donc dupées par la CEDEAO. Maintenant, vous n'avez rien obtenu comme réforme. Au moins, il fallait saisir la limitation du mandat, élection à deux tours d'abord, avant de parler dans aucun cas. Nul ne peut faire plus de 2 mandats après. On a déjà vu la candidature unique dans ce pays et ça n'a rien donné, dit donc l'auditeur. Après, c'est pour dire qu'on nous a volé, on revient à la case de départ. Les gens sont emprisonnés, d'autres décédés à cause de la marche réclamant donc le retour de la C14 et le vote de la diaspora. Elle compte gagner quelle élection dans quelles mêmes conditions au Togo avec cette carte quelle carte d'électeur, quelle série. Les élections locales ne sont pas nécessairement pour les politiques, donc nous dit cet auditeur. Oui, Isidore, dans votre parution ce matin dans Actu Express, vous donnez la parole à Lili Messon-Ninevi, Masson-Ninevi justement, qui se prononce elle aussi sur la sempiternelle crise sociopolitique au Togo. Oui, si vous parcourez l'interview, elle exhortait l'opposition à participer à ces élections, à n'importe quelle élection, pour ne pas laisser le champ libre au pouvoir de faire ce qu'il veut. Et c'est en cela que j'ai trouvé audacieux sa position. Et ça a été rejoint hier par la C14. Je me dis que bon, peut-être les choses vont dans le bon sens. Et c'est vrai, on peut boycotter les élections qui sont passées le 18. Ça, je l'assume. Parce que s'ils vont même
on va leur donner des extrapotins. Et c'est en cela qu'on va les ridiculiser. Non, c'est pas vrai. Non, mais écoutez, on sait comment ça s'est passé. Non, c'est pas vrai. Donc, Thierry, tu auras l'occasion de parler. On va les ridiculiser, ça j'en suis sûr. Et la CEDEAO était déjà, parce que on nous disait que bon, puisque c'est deux partis politiques qui sont en crise, c'est seules les élections qui vont les séparer. C'est ce qui ressort de la déclaration de Lili Livy. Quand elle en avait parlé, tout le monde s'est surgi sur elle, disait que mais où est-ce qu'elle a eu cette information et que la CEDEAO n'aura rien à faire au Togo que de nous amener à organiser des élections. Et je pense que la C14 aujourd'hui se repositionne, c'est une très bonne chose et reconnaît les manquements qu'il y avait eu et pense à une restructuration pour des luttes amenées dans l'urgence et pouvoir aller à ces élections. C'est en cela que je dis que c'est une très bonne chose de pouvoir participer, ne serait pas seulement à la C14, mais tout parti politique qui se veut responsable parce que les locales sont carrément différentes des élections législatives et présidentielles parce que on élut un représentant d'une communauté et tout le monde sait, c'est difficile de voler et sur toutes les entités du territoire. Bon, ça, on va tester ça prochainement pour voir si c'est vraiment difficile. C'est très difficile. C'est très difficile pour peu qu'on ait une structure et qu'on soit organisé à sécuriser le vote parce que si aujourd'hui vous prenez le Agbalepédo, quand vous savez pour qui vous avez voté, ce n'est pas quelqu'un qui vous dira que bon, il semble que j'ai mal restitué, parce que c'est la CELI de votre contrée qui va proclamer les résultats qui seront homologués par la CENI et les contentieux aussi seront seront gérés par la Cour suprême et non la Cour constitutionnelle. Oui, bien sûr. C'est en cela que je dis que bon, il ne faut pas laisser la proie pour l'ombre. Et il faut y aller. Oui, je ne suis pas. Et autre chose que je voulais ajouter. Une chose que je voulais aussi ajouter. Souvent, les tripatouillages et les électoraux se font à la base. Donc, si l'opposition arrive à avoir ces éléments à la base, je pense que on va mettre un frein à cet tripatouillage électoraux au niveau présidentiel. Thierry Afanokoé, maintenant. Oui, je ne suis pas d'accord quand Isidore disait que si la C14 participait aux législatives du 20 décembre, ils n'auront rien comme résultat. Moi, je crois plutôt que la C14 aura plus de voix ou plus de sièges qu'en 2007 ou encore en 2013 récemment parce que le terrain était chauffé avec le mouvement du 19 août. Le terrain était favorable, beaucoup plus favorable à la C14. C'est pour cela d'ailleurs que le pouvoir a fait le forcing pour aller à ces élections sans la C14. Donc la C14 n'a pas compris le jeu et elle s'est laissée berner parce que du moment où vous avez obtenu la parité au niveau de la CENI, ça voudrait dire que vous êtes au cœur de l'organisation de cette élection. Si jamais il y a problème, vous pouvez les remonter et au niveau de la CEDEAO et au fur et à mesure qu'on avançait, on pouvait corriger le tir. Malheureusement, ils n'ont pas saisi cette opportunité-là et voilà, les conséquences sont là. Alors, concernant les locales... Je me dis que mon ami n'a pas une analyse de la géopolitique. Non, et pourquoi au niveau du Bassar, vous savez comment les barons contestaient l'élection de Jerry Tama ou mais ça c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. C'est les résultats qui ont été proclamés. Non, Isidore, ça s'est passé de la sorte parce que il y avait un deal, en tout cas, entre le pouvoir et ceux qui ont participé aux élections, mais il se fait que sur le terrain, c'est autre chose qui s'est passé. Si vous prenez l'exemple du siège qui a été retiré à Agbeomé, vous avez vu sa réaction au niveau de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle. Si c'est que la C14 était dans le jeu,
je ne crois pas qu'on aurait obtenu ce qui s'est passé. Concernant les locales, oui, il faut aller au local, mais il faut se battre pour qu'on puisse avoir les réformes. Parce que si ces réformes, on ne les a pas, c'est encourager le pouvoir à aller de dilatoire en dilatoire pour ne pas opérer les réformes. Très bien. Il y a un auditeur qui nous dit que, 50 ans, c'est trop pour le pouvoir et 30 ans pour les mêmes de l'opposition. Que Tchakala nous dise lequel de ces deux clans de part leur longévité nuit au peuple. Sachant mener le bon débat, donc l'auditeur. Oui. Non, mais j'ai été interpellé. Non, vous savez, on n'a pas besoin de dire que tel bord a plus fait de mal, tout ça là. Mais quel est ce combat-là qu'on mène et que tout le temps c'est infructueux et c'est toujours les mêmes choses qu'on reprend pour aussi avoir les mêmes choses. On est un peu fatigué. Mais vous savez, celui-là que vous combattez, vous connaissez ses astuces, vous connaissez un peu sa façon de faire pour conserver la chose. Au moins, pour une fois, essayez de trouver d'autres artifices pour déjouer les sempiternels pièges qu'on vous pose pour que vous tombiez dedans. C'est ce que j'ai essayé de dire. 50 ans, on dit c'est trop, mais c'est vrai. 30 ans et plus de lutte improductive aussi, on en a marre. On veut du nouveau, on veut un combat qui soit axé sur des résultats qu'on verrait. Est-ce que c'est le pouvoir qui est trop faible et l'opposition qui est trop fort et l'opposition faible? On ne saurait le dire. Donc il appartient maintenant à l'opposition, à tous les leaders que je respecte d'ailleurs, d'expérimenter d'autres choses. Si c'est leur personne même qui fait la chose, en leur sein, il y a des jeunes dynamiques. Des jeunes tonitruants qui sont prêts aujourd'hui à tenir le flambeau avec la manière à ce que nous ayons des résultats. Donc c'est ça, c'est ce combat mené avec des personnes un peu sclérosées sans des résultats. C'est ça qui vous désole. Oui. Et cet auditeur qui nous dit que moi je pense le contraire d'Isidore, car nos gouvernants sont prêts à manipuler tout résultat pour discréditer la C14 de son impopularité. Vous faites comme vous ne connaissez pas votre... Non, il parle plutôt de moi. Plutôt pas de moi, dans ce cas-là. De Thierry, alors. Il a mentionné Isidore. Il ne faut pas nous mentir. En Afrique, c'est le pouvoir central qui décide, qui finance les politiques locales. Donc, dissocier le pouvoir local du pouvoir central, c'est se mentir à soi-même, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit que c'est mal connaître le pouvoir togolais, ces barons qui volent même à des buffets, la C14 ira au local et après vous allez aller encore crier au vol. Pourquoi ils sont allés? Que voulons-nous au juste? Vive la réforme, s'exclame donc l'auditeur. Oui, et on va passer à notre sujet. Non, mais tout à fait. Les réformes aideraient le Togo, c'est-à-dire qu'à passer à une autre étape de notre processus démocratique. Et c'est de vive voix que nous souhaitons qu'il y ait les réformes. Et les réformes, c'est-à-dire le Togo en a besoin. Et les réformes, c'est même dans l'avantage de ceux qui tiennent les rênes du pays en ce moment. Moi, je le dis souvent. Quand on fait les réformes, c'est pas taillé forcément pour une seule classe. Mais moi, ce que je souhaite, et nous l'avons dit, je pense qu'aujourd'hui, les Togolais, sans se le dire vraiment, demandent à aller au-delà de la même mélopée que nous voyons tout le temps. C'est ça, en fait. C'est le renouvellement de la classe politique dans son ensemble qu'il faut demander. Et ça, pour y arriver, il faut commencer quelque part. Je pense que les locales sont une aubaine parce que les mentalités ont évolué depuis un certain moment au cas où les gens ne l'auraient pas remarqué. Depuis le 19 août, vous savez, le 19 août est venu en réalité, disons, donner un autre élan, un autre sursaut, c'est-à-dire élan de sursaut patriotique au Togolais, où en réalité, les questions qui ont commencé et qui ont concouru au 19 août sont des questions qui sont parties en fait de la précarité, comme nous le disons, du social pour nous amener là. Et le seul point d'accord pour tous les Togolais aujourd'hui, c'est de dire qu'au niveau social, nous avons des véritables problèmes et qu'il faut y passer. Et ces acteurs qui sont là aujourd'hui ne voient pas les choses de cette façon-là parce que c'est une question aussi de génération. Oui. Et de contexte. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à une nouvelle génération, passer le témoin à une nouvelle génération qui vient avec cette nouvelle façon de voir les choses et qui peut peut-être savoir en réalité tenir le bon bout. Et c'est ce qu'il faut souhaiter. Moi je pense que les locales, c'est une aubaine. Il y a un auditeur qui nous dit aujourd'hui la C14 n'a pas le choix devant ces locales. Et ce qui est dommage, c'est que la C14 ira à ces élections dans les conditions qu'aura fixé le pouvoir. Sinon, boycotter encore une fois,
Il se pose donc la question, l'auditeur. Pour les élections locales, doit-on parler de partis ou au pouvoir ou d'opposition? Les élections locales sont une donc opportunité pour les patriotes de se positionner pour développer leur communauté, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit: mon inquiétude se trouve au niveau des cartes. N'oubliez pas que la majorité des Togolais n'ont pas de carte, ou bien on peut voter avec les cartes d'identité nationale. Non. Parce que c'est les locales. Oui, à ce niveau-là, bon, il y a un débat qui ne dit pas son nom. Faudrait-il refaire un fichier électoral? Je crois que oui, pour la simple raison que chaque localité doit avoir son fichier électoral. Chaque commune doit avoir son fichier électoral. Oui, on ne peut pas calquer ça sur n'importe le fichier d'une quelconque élection législative ou présidentielle. Donc c'est un faux débat. Et quand les gens parlent de l'ouverture, etc., c'est une condition sine qua non pour l'organisation des élections locales, pour qu'on sache qui est dans telle localité ou ne l'est pas. Très bien. Et puis, on va finir avec cet auditeur qui nous dit: merci beaucoup à la C14 pour avoir éclairci l'opinion nationale et internationale, qu'il ne répète pas les erreurs du passé en boycottant les élections. Je tiens à dire à la C14, notamment à l'ANC, de ne pas répondre aux futilités des autres partis. Très bien. Et on en vient maintenant à la situation qui s'est produite il y a 2 jours maintenant à Algérie, avec Abdelaziz Bouteflika, qui a choisi de renoncer au 5e mandat par rapport à ce que disait donc la rue. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend compte que, eh bien, c'est une ruse du pouvoir de Abdelaziz Bouteflika, et les jeunes Algériens ont compris, ont maintenu la pression dans la rue et demandent beaucoup de choses finalement. Est-ce qu'on pourra comparer ce qui se passe là en Algérie à ce qui s'est passé chez nous plusieurs fois, où les opposants ne sont pas arrivés à prendre le pouvoir ou à faire fléchir véritablement le pouvoir de Faure Gnassingbé? Tchakala Léo. Non, il n'y a pas lieu de comparer ce qui se passe actuellement en Algérie et ce qui s'est passé plus d'une fois dans notre pays. En Algérie, on ne vous dira pas que c'est elle qui incarne le mouvement qui a embrasé tout le pays. On ne vous dira pas que c'est celui-là qui incarne cette dynamique contre Abdelaziz Bouteflika. C'est un mouvement d'ensemble qui est né, on ne sait comment. Les magistrats sont dedans, les étudiants sont dedans, même les forces de l'ordre, les policiers, on en a vu, même au sein même du pouvoir qui veut confisquer le gens. On a vu des gens. Donc, il n'y a pas un symbole, quelqu'un comme ça qui incarne ce mouvement anti-5e mandat Bouteflika. Donc, alors qu'ici, ben, à part cette histoire de carburant, augmentation des prix, où on a vu des manifestations spontanées, on n'en a pas vu. Au moins, il y a quelqu'un qui lance la dynamique. Tantôt, c'est la C14, tantôt, entre-temps, c'était le PNP, tout ça. Donc, là, on peut mettre un nom ou un visage sur ce que nous avions connu dans notre pays. Aujourd'hui, il serait prétentieux de dire que c'est elle qui est dans l'ombre et qui tire les ficelles. Donc c'est un mouvement, c'est un rejet qui a été spontané et qui a été massif, donc incluant tous les secteurs d'activité. Les gens, le petit commerçant qui ferme son petit commerce, c'est pas quelqu'un qui lui a demandé de faire la scène au nom d'une certaine fierté. Mais quelqu'un qui ne sait pas s'il fait jour, qui fait nuit, et qu'on veut encore lui soumettre, je dirais, pour ma part, que mais est-ce que Abdelaziz Bouteflika, au-delà de ses intérêts incarnés par les généraux, est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il a des enfants? Mais moi, je n'accepterais pas que mon papa soit cette marionnette-là pour assouvir certaines ambitions. Non, si sa famille l'aimait, mais on dirait que mais arrêtez de gérer notre papa comme s'il était un objet pour asseoir une certaine... On le manipule. Non, est-ce qu'il sait qu'on le manipule? Lui, il est là, mais c'est à sa famille. Abdelaziz Bouteflika même ne sait pas ce qu'on est en train de lui soumettre. Il ne sait même pas si les élections se tiendront un 18 avril ou pas. Lui, il est là seulement. C'est nul. Il a perdu tous ses sens. Il ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Peut-être quand on le pousse dans son truc là, il sait que il est en train de connaître des mouvements. Mais au-delà de ça, mais c'est sa famille qui est responsable. Comment quelqu'un qui est proche de la tombe, on puisse dire que non, il va incarner
la continuité pour un si grand pays qu'est l'Algérie. Mais je prends pour responsable tous ceux-là qui ont porté leur choix sur quelqu'un qui est en dehors de notre époque. D'accord. Il y a un auditeur qui nous dit que ce qui s'est passé en Algérie prouve une fois encore à suffisance que ce ne sont pas les marches de manifestation en soi qui donnent les résultats, mais plutôt la capacité de ceux contre qui les marches sont dirigées à tirer les bonnes conclusions. Ce qui voudrait tout simplement dire que tout dépend de la nature de la dictature que nous combattons, que le peuple combat. C'est ce qui veut dire. Les manifestants ne sont pas allés enlever Bouteflika de son fauteuil présidentiel, mais ils renoncent. Les Burkinabés n'avaient eu physiquement accès à Blaise, mais il est parti. C'est ce qu'il s'agit. On ne dira pas que les populations d'ailleurs sont plus que des Togolais. Le 12 juin 2012, nous dit l'auditeur, le 19 août tout au Togo, pour ne citer que ceux-là, n'ont rien à voir avec 2 semaines de manifestations en Algérie et les 3 jours au Burkina. C'est dire que le Togolais devrait avoir gain de cause depuis si la dictature qui les régente tire les bonnes conclusions. Lorsque vous avez à la tête d'un pays un monsieur qui ne jure que dans la conservation absolue du pouvoir au prix des vies de sa population, avec la bénédiction d'une armée qui prend le peuple civil en adversaire, souffre que les choses peinent à évoluer, et c'est malheureusement le cas au Togo, analyse donc cet auditeur. La situation elle est là aujourd'hui, que dans le Sifou. Non, c'est vrai. La différence entre le Togo et l'Algérie, entre le Togo et le Burkina Faso il y a quelques années. Non, de toute façon, il n'y a pas de similitude, il n'y a pas de comparaison à faire, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai qu'une partie de sa chute est intéressante dans la mesure où, en réalité, ces présidents, à un moment donné, c'est parce que ce qui les rendait forts, à un moment donné, les affaiblissait. Et donc, il y a eu, effectivement, une situation, un contexte favorable qui a permis effectivement le changement. Mais en Algérie, qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, les Algériens avaient l'impression qu'il y a un portrait qu'on a mis devant, d'accord, où il y a un visuel, d'accord, avec lequel on communique, mais qui en réalité, c'est pas le visuel qui parle, c'est que derrière cette pancarte-là, il y a donc effectivement, comme on le disait, l'idée de marionnette aujourd'hui, où les gens se sont dit, mais arrêtez quand même. C'est pour ça qu'ils sont allés leur demandant qu'il y ait totalement le dégel du système politique qui les dirige. Ils n'ont pas demandé seulement le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika. Le problème des Algériens, enfin, la question qui se pose, c'est que les Algériens ont un contexte particulier, une histoire particulière. C'est des gens dans la fibre patriotique qui est très très ancrée, qui est renforcée, des gens qui ont toujours aspiré à la liberté. Pour les Algériens, c'est une question de liberté commune. Générale. Mais bien sûr. On a vu en Tunisie. Parce que vous voyez, je le dis tout à l'heure, il y a la fibre patriotique et la fibre quelque part, on va dire, le prisme de la langue, de la culture est un élément qui pèse beaucoup. Parce que vous savez, dans nos pays, et particulièrement au Togo, l'appartenance politique est souvent corollaire de l'appartenance, on va dire, ethnique, d'accord, et communautaire. Alors qu'en Algérie, ce n'est pas le même contexte qu'on a. Et puis l'histoire algérienne, elle est particulière. Comme tu le dis, l'histoire maghrébine, elle est particulière. Donc il n'y a pas de comparaison à faire. Yes. Sauf que si le peuple travaille avec un objectif commun, parce qu'il y a accord de cet objectif-là, on peut atteindre certains résultats, ce qui nous a manqué au Togo. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut que la jeunesse commence à s'engager véritablement. Bien sûr. Alors, on a encore 3 minutes avant de donner la parole aux auditeurs. On va aller très rapidement. Isidore Akolo, faire rapport à ce scénario. Non, pour corroborer à tout ce que nos confrères ont dit, le cas algérien est atypique. Ce n'est pas un cas comme nous le vivons au Togo, parce que la lutte n'est pas incarnée par quelque parti politique que ce soit. Même on parlait de 12 juin, c'était avec le CSC auquel j'appartenais. Donc, je me dis que les Togolais doivent prendre leurs responsabilités s'ils veulent que les choses changent. Ce n'est pas à un parti politique ni à un mouvement citoyen de faire cette lutte-là. Et ce qui est de particulier au niveau de l'Algérie, c'est que vous avez vu le comportement de l'armée. L'armée n'a pas tiré sur des enfants de 12 ans. L'armée ni sur personne. Donc, il y a une complicité qui ne dit pas son nom au niveau de l'armée, même si
on disait que cette armée cherche à reconquérir le pouvoir et à laisser les choses faire, à gagner du temps pour que le mouvement s'essouffle. Mais aujourd'hui... Ils l'ont toujours réussi d'ailleurs en faisant comme ça. Oui, mais aujourd'hui, la différence, c'est que c'est toute la population algérienne qui est vent debout contre Bouteflika et son système. Il y a des gens qui nous disent que pour le cas algérien, il y a 3 leçons à retenir. Hein. La résistance du peuple, le caractère républicain de l'armée, la lutte n'a pas un leader en tant que tel, mais c'est le peuple qui a pris son destin, même dit l'auditeur. Il est important pour nous, les Togolais, de savoir ce que nous cherchons et la manière avec laquelle on le cherche. Aucun leader n'est aussi charismatique, fit-il, ne peut mener le combat togolais. Mais c'est au peuple de se prononcer soit par une résistance dans la rue, soit par une sanction dans les urnes. Il dit que Tchakala a tout dit, ce vieux est pris en otage, et ce sont ses enfants qui devraient lui dire « Papa, ça suffit ainsi, range tes ambitions, laisse le pouvoir, puis rentrons au village. L'Afrique est vraiment malade. » Non. Dirigeant l'auditeur. Oui, est-ce qu'il faut dire que l'armée algérienne est républicaine? Parce que dans un passé récent, avec le printemps arabe, on a vu ce que cette armée-là a fait. Elle a maté la population. On parle d'aujourd'hui. Oui, mais du temps là à aujourd'hui, il n'y a pas de changement en tant que tel. Mais plutôt, il faut relever plutôt la géopolitique. Ne perdez pas de vue la navette qu'a fait entre-temps l'ambassadeur de France en Algérie, entre Alger et Paris. Tout cela aussi a joué. Et puis pour ce mouvement, ceux qui étaient dans la rue ne vilipendaient pas l'armée. Tout cela aussi a joué. Tout cela a joué. Et par rapport à ce qui se passe en Algérie, on peut l'avoir aussi aujourd'hui. Le peuple s'est levé contre un 5e mandat de Bouteflika. Mais aujourd'hui, on dit que Faure Gnassingbé est en train de finir son 3e mandat. Mais s'il n'y a pas les réformes et qu'il s'entête à s'éterniser au pouvoir du jour au lendemain, on peut avoir le même scénario chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé en 98 et tout le monde disait que c'est J-Christ qui avait gagné la présidentielle. Donc, c'est ce que les uns et les autres ont dit quelque part. Si à un moment donné, les Togolais prennent conscience de ce que ça suffit, qu'il faut une alternance, qu'il faut un changement de régime, je crois que même si on va aux élections, on pourra sanctionner ce pouvoir-là dans les urnes. On peut y arriver si nous sommes décidés à goûter à autre chose. Concernant la famille, ne perdez pas de vue qu'il y a un frère de Bouteflika qui fait partie de l'équipe dirigeante. Donc, quelque part, ça profite à la famille. Donc, dire à Bouteflika de s'écarter, je ne crois pas du moment où il y a les avantages. Merci beaucoup qui nous dit il y a eu une grande différence puisque l'armée algérienne est républicaine. C'est tout. Vous vous rappelez, un journaliste avait parlé que notre président a dit que l'armée m'a dit de ne pas quitter le pouvoir. Non, c'est beaucoup plus son père, ce qui avait été dit à l'époque. Je voudrais qu'on donne la parole aux auditeurs, mais si vous permettez, je vous donnerai si on a encore un peu de temps. Sur le 93, 96, 99, 99 ou sur le 99, 20, 09, 59. On va prendre le premier auditeur. Allô, c'est vrai que nous avons parlé de 3 sujets ce matin. On a parlé du développement de la finance inclusive, la C14 et le cas algérien. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Kolani. Monsieur Kolani, comment allez-vous? Je porte bien. Très bien, nous vous écoutons. Moi, je voulais parler de l'Algérie et comparer à notre pays. Oui. Vous savez, la communication a beaucoup joué, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué et c'est ce que nous demandons à vous, les journalistes togolais. L'occasion que nous avons, il faut éveiller ce peuple. Ne prenez pas position de la C14 ni du pouvoir. Le peuple a besoin de s'éveiller. Et ça, c'est l'élection qu'on va organiser au Togo pour les élections locales. Déjà, vous prenez position, la C14 n'a qu'allé. Non, c'est question de patriotes. Si on met encore la politique à la base, on n'a pas un développement. Hein. On a fait tous les données. C'est tout. Il faut éveiller ce peuple qui prennent leur responsabilité. Le Burkina, comme le dit, le Burkina aussi a laissé les journalistes comme ça qui ont fait éveiller la population, qui prennent conscience. Du moment où vous n'avez pas une population qui sait bien que le pouvoir ment,
et l'opposition aussi marre. Mais qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se chercher. C'est tout le problème. Sinon, la communication et les réseaux sociaux ont beaucoup joué. Et puis, aujourd'hui, nous avons plus de 70% de la population qui est jeune et qui veulent s'émanciper aussi. C'est à vous maintenant de leur montrer ce qui est bien et ne pas prendre position pour les uns les autres. Merci. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci de nous avoir appelés. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô, M. Eric. Oui, bonjour. Saint-Thomas Komi. Oui, moi c'est M. Waris. M. Waris, je me suis trompé, avant m'a trompé. Nous vous écoutons, M. Waris. J'espère que M. Komi va rentrer en ligne. Allez-y. Oh, je crois que ce que la C14 nous présente aujourd'hui, ça nous décourage. Bon? Je crois que leur bilan est largement négatif. Elles ont échoué. Et si effectivement elles voulaient se présenter aujourd'hui à ces élections sans les réformes, pourquoi elles ont perdu tant de temps dans les rues, qui a fait beaucoup de morts, qui a fait beaucoup de blessés, les gens sont emprisonnés, sans oublier ceux qui sont partis ailleurs. Donc, je crois qu'on soit, la C14 soit sérieuse. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on nous présente, on se présente à ces locales sans les réformes qui elles-mêmes, elles ont battu les pavés. Donc, je crois que nous pouvons dire, ayons le courage de le dire, que c'est pas... Elles devaient plutôt nous dire d'avance que peut-être elles vont se battre. Si les réformes n'arrivent pas, elles peuvent se présenter. Aujourd'hui, elles nous montrent une autre face. Donc, c'est ce que je profite de cette occasion pour dire à tous les jeunes de se présenter dans leur milieu. Pour les locales, très bien. Pour les locales, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Merci beaucoup, M. Waris. Merci de nous avoir appelés. On va prendre notre auditeur. Allô? 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, c'est M. Eric Gato. Qui est à l'appareil? Quel est votre nom? Je m'appelle M. Sadik. Sadik, hein? C'est ma première fois de participer à votre émission. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans la grande famille de Taxi Presse. Allez-y, nous écoutons Sadik. Oui, s'il vous plaît, mais je me demande exactement, souvent vous voulez avoir notre avis qu'on pense de notre pays, non? Monsieur Sadik, nous avons évoqué 3 thèmes aujourd'hui, la finance inclusive, la C14 et le cas algérien. Quel est votre commentaire sur ce sujet-là? Ok. Bon, moi, mon avis, c'est que, est-ce que nos frères, comment ils s'appellent, la C14 là, est-ce qu'ils sont conscients que ce qu'ils veulent nous envoyer, là où ils veulent nous envoyer, est-ce que ça pouvait continuer comme ça? Parce que nous, on a des frères qui sont tabassés, d'autres même sont morts dedans, et on continue avec les marches, tout ça là. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe? Mais s'ils savent que rien ne va pas dans ce pays-là, ils n'ont qu'à laisser, hein? Et ils pensent à leur manger et ça fatigue les autres dans les pays. Et ils ne peuvent pas nous laisser, nous aussi, on peut vivre. Si on ne peut pas continuer dans ça, on n'a qu'à laisser le pouvoir aux gens des pouvoirs, non? D'accord, très bien. Oui, l'armée même, il nous a dit que le pouvoir c'est à eux. Bon, nous, on ne veut plus qu'on nous tue. On a perdu beaucoup de gens dans la vie. D'accord. Merci beaucoup, Sadik. C'est mon avis. Oui, c'est votre avis. On le respecte, bien entendu. Merci de nous avoir appelés, d'avoir su vous exprimer sur le sujet. Un autre auditeur, allô? C'est ici. Ici, comment allez-vous? Ça va, j'espère que ça va marcher ce matin. J'espère aussi. Merci de nous avoir rejoints. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi, selon vous, 2005 devrait exister? Est-ce que c'est normal dans une république? Pourquoi 2005 a existé et on peine tant jusqu'à ce jour? Voilà, ça c'est un. Et puis, moi je sais que le mandat de ce régime était fini depuis 2015.
Et depuis cette année-là, on nous parle de 2020, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à 2019, et on nous parle de 2020. Pourquoi? Ils ont fini leur mandat depuis 2015. Ce peuple, je ne comprends pas ce peuple. Voilà. Et puis, troisième truc, on n'avait pas voté le 20 décembre dernier. Est-ce qu'il y a eu un seul mort, selon les journalistes qui sont là-bas? Donc, c'est que ce régime ne fait qu'organiser des élections macabres. Et il est, comment on dit ça? Il n'est plus habilité à organiser quoi que ce soit dans ce pays. On n'a pas été voté, il n'y a pas eu un seul tué. Donc, le peuple n'a qu'à comprendre ça. Bien. Ici, voilà. Merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Merci à vous de nous avoir appelés. On va prendre le dernier auditeur. Il n'est pas là. Alors, il y a un auditeur qui nous dit le talon d'Achille de toute dictature est le chômage. Lorsque la majorité de toute population ne mange plus à sa faim, alors le pronostic vital de ce système est engagé. Le cas de l'Algérie où le pouvoir a empêché le printemps arabe. Le Togo n'est pas extraordinaire. Le soulèvement vient quand on s'y attend le moins. Le peuple a toujours le dernier mot, nous dit l'auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Amouzou Kwame. Monsieur Amouzou Kwame, nous vous écoutons. Monsieur Kwame. Alors moi, j'aimerais inviter sincèrement monsieur Jean-Pierre Fabre à laisser le plancher parce que il ne pense pas que ces derniers temps j'entends des communiqués émanant que les journalistes ont rapporté de lui disant que il n'est pas prêt pour une candidature unique sauf si ça serait lui, ce candidat unique-là. Alors, moi, je voudrais tout simplement dire que moi, lors des élections présidentielles en 2010, je crois, j'avais compris que l'ANC, ce qui préoccupait l'ANC et M. Jean-Pierre Fabre en particulier, ce n'est pas forcément l'alternance, mais c'est plutôt de prouver à ses frères de l'opposition qu'il est le premier parmi eux. Voilà. Son premier souci, c'est d'être à la tête des opposants. Donc, depuis ce jour, moi, je me dis que j'attends un nouvel opposant qui peut nous apporter cette alternance. Donc, si M. Jean-Pierre Fabre sache qu'aujourd'hui, nous comptons sur une autre personne que lui. D'accord, très bien. Monsieur Amouzou, j'encourage, alors, oui. Pour terminer, je dirais que j'encourage vivement M. Tipi Atadam à refaire surface parce que nous sommes derrière lui. Oui, parce que justement, il n'est pas là, Tipi Atadam. Merci, M. Amouzou Komi, merci de nous avoir appelés. Merci aux autres aussi, Daïsi, Sadik, Waris et M. Kolani. Et un auditeur qui nous dit boycotter cette élection locale, c'est un boulevard à Fort Gnassingbé, d'atteindre son objectif, vision 2030. Donc, je conseille vivement à la C14 d'y participer. Il faut dire aussi que cette loi Bodjona constitue une entrave donc pour nos manifestations, pour que nos manifestations puissent donner des résultats, nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui parle de l'Algérie. En ce qui concerne l'Algérie, c'est que l'armée algérienne a une histoire, la guerre d'Algérie, alors que celle du Togo n'a rien comme histoire. C'est nous mentir en disant que les élections changeront quelque chose dans notre pays, nous dit un autre auditeur. Il y a un autre aussi qui nous dit, on va finir là-dessus, une nouvelle génération de jeunes politiciens, en interrogation. Mon œil, ça me fait rire. Les grands frères n'ont pas tenu devant les mallettes d'argent. Les jeunes tiendront-ils se demande M. Jerry qui nous envoie ce message. Le prince veut mourir au pouvoir. Nous avons besoin d'une révolution, conclut-il. Monsieur, vous voulez placer un mot rapidement puisque j'ai encore une minute. Tchakala, Léo. Non, mais justement, je crois que l'État n'a rien à faire dans soigner un peu les salaires, parce que tout lui reviendrait, les impôts et tout ça. Donc, créer une situation qui s'apparente à asphyxier le peuple, c'est un peu malsain. Donc, libérer les vannes de l'argent et le pays se porterait mieux. Très bien. Non, moi, je dis que tous ceux qui ont intervenu, c'est parce qu'ils ont bien suivi l'émission.
Parce que nous n'avons pas parlé de certaines choses. Non, on a parlé de la C14. On a parlé de la C14. On a parlé de la C14. On n'a pas dit que la C14 peut aller seule à ces élections. On a parlé d'autres. On a parlé aussi des mouvements citoyens et des individus qui peuvent se présenter. Donc, il faudrait que nous puissions relever le niveau du débat et que les gens puissent nous suivre et poser les vraies questions. C'est ce que moi, je suis désolé de toutes les interventions qui ont eu aujourd'hui. Vous avez votre avis sur le sujet, ils en ont la leur et on respecte tout le monde. Merci beaucoup, messieurs. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Isidore Akolor, Acti Express, Kenanou Yitikou, c'est ce que vous avez toujours à dire. Mais on va le réserver pour mercredi prochain. Les années ont pris. Oui, bien sûr. Thierry Afanoko également, le patron du journal du site Gapola.net. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.